Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Québec City, Québec, la ville du Québec, aujourd'hui au Salon du Livre de Québec avec Bernard Weber. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de pouvoir vous rencontrer en personne, touchée, émue par ce moment, parce que pour moi vous êtes un pionnier, un visionnaire, quelqu'un qui touche les personnes, qui touche des cordes sensibles chez les gens, qui ensuite peuvent ouvrir les portes des consciences. Est-ce que vous avez ce sentiment-là de vraiment changer et de faire du bien au monde, à cette terre ? Non, moi je me sens juste un écrivain qui raconte des histoires. Après, si ces histoires peuvent ouvrir des horizons dans l'esprit des lecteurs, c'est formidable. Mais je n'ai pas au moment où j'écris d'autre volonté que celle de distraire. Et je me perçois comme un artisan qui est connecté à une très ancienne tradition qui est celle des bardes, des raconteurs d'histoires au coin du feu. Et voilà, je n'ai pas plus de prétention que ça. Après, c'est les thèmes eux-mêmes. C'est sûr que quand je parle de spiritualité, de la mort, de Dieu, de l'après-vie, Le symbolisme. voilà, quand je parle de ces choses-là, je me doute bien que chez certaines personnes, ça peut résonner plus ou moins fortement. Mais pour moi, c'est avant tout des thèmes romanesques. Et ma seule envie est de faire que les gens s'évadent de leur quotidien, se sentent mieux dans leur peau. Et puis peut-être trouvent des idées qui vont leur rafraîchir leur quotidien. Voilà, ça va pas plus loin. Et ça sort d'où tout ça, toute cette information, toute cet imaginaire ? Je crois qu'on a tous toutes ces connaissances, elles sont au fond de nous. C'est juste que l'éducation, l'école, les parents, le monde normal nous fait taire cette petite voix intérieure. Je crois qu'on a tous dans notre inconscient une grande sagesse et que le travail d'une vie consiste juste à se reconnecter à ce trésor que nous possédons déjà. Moi, en tant qu'artiste, le premier exercice que je fais le matin, c'est de noter mes rêves. Et mes rêves, ça me semble la manière de me connecter à ce trésor interne, cet inconscient qui est rempli d'informations, de connaissances et de sagesse, mais qu'on oublie ou on ne sait plus écouter. La petite voix intérieure, voilà. C'est pour ça aussi que vous méditez alors ? J'allais faire une blague, j'allais dire c'est Albin Michel qui médite, mais bon, elle est nulle, donc je laisse tomber. Méditer, c'est beaucoup dire. Je crois que derrière le mot méditation, on a mis beaucoup de choses. Il y a un petit moment dans ma journée, en général c'est juste avant de me coucher, où je me tiens immobile et j'essaie de me calmer. Alors, moi j'appelle ça méditer, mais quand les gens me racontent qu'ils restent 1 heure immobiles en position zen, en faisant le vide dans leur tête, j'ai l'impression qu'ils vivent un truc à eux. Moi c'est juste déjà faire taire le brouhaha, vous savez, tous ces moments où il y a toutes les idées qui affluent, on papillonne d'une idée à l'autre. Calmer un peu l'usine à idées pour pouvoir mieux la faire marcher le lendemain pour l'écriture. Alors, ça peut ressembler à de la méditation. En tout cas, c'est un moment où je me tiens droit. C'est la première chose importante. C'est un moment où je ferme les yeux. Et c'est un moment où j'essaie de vivre dans un univers de silence. Parce que je crois que si on est tout le temps dans le brouhaha, on est tout le temps avec des gens qui vous stimulent l'esprit, on est tout le temps en train de regarder les actualités, les informations, son iPhone. Au bout d'un moment, notre cerveau s'épuise. Voilà, donc j'allais presque dire plutôt que méditation, je préfère le mot pause. Il y a un moment où dans ma journée, je fais une pause, et c'est ce que je propose à mes lecteurs ou à mes personnages. Mes personnages, souvent, découvrent le besoin de faire des pauses. Parce que vraiment cet enseignement se passe, c'est vos personnages qui vous guident dans ces histoires, qui vous enseignent tout ça. Alors, c'est compliqué. Transmettre. Quand j'ai envie de me dire un conseil de sagesse, je me le fais dire par mes personnages. Par exemple, j'avais découvert le principe d'ouverture des 5 sens, qui consiste juste à regarder ce qu'on a en face de soi, écouter ce qu'il y a autour de nous, sentir comment on est assis et tout. Donc ça, je l'avais mis dans le miroir de Cassandre, et chaque fois que je relisais ce passage, je me mettais à le faire. Donc il y a un moment où j'utilise mes personnages pour m'instruire moi-même, comme je vais instruire indirectement mes lecteurs. Mais c'est compliqué parce qu'il y a des moments où on sait les choses, on les comprend, on sait que c'est bien, mais on ne les fait pas. Alors il faut arriver à faire le passage. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de la pause. Je sens que c'est indispensable.
Sinon, dans ma tête, au bout d'un moment, ça va trop vite. C'est pas maîtrisé, ça devient chaotique. Mais pour me rappeler de le faire, il faut que je le fasse faire à mes personnages. Et cette volonté de faire parler la Terre maintenant, dans votre dernier ouvrage, cette troisième humanité, c'est venu d'où cette petite graine? Ça fait longtemps que ça mûrissait? J'ai l'impression que tout être humain sait intuitivement que notre Terre est vivante. C'est juste qu'on s'en fout. On se dit, bon, de toute façon, je suis sur ce petit bout de terre-là, qui est mon appartement, ma ville, mon pays. Donc, on réfléchit de manière étriquée. Et la première photo qu'on a eue de la Terre vue de l'extérieur, ça devait être dans les années 60, a apporté cette idée que, attendez, on peut voir de manière globale cette grande ovule, cette grande sphère. Et à partir de là, arrive naturellement l'idée, je crois, pour tout être humain, c'est que cet œuf, cette sphère est vivante. Ce n'est pas juste un caillou, ce n'est pas une boule de billard inerte, ce n'est pas que du rocher sur lequel on fait toc-toc. D'ailleurs, la preuve qu'elle est vivante, c'est qu'elle bouge. La preuve qu'elle est vivante, c'est qu'il y a un cœur chaud. La preuve qu'elle est vivante, c'est qu'elle tourne. Et la preuve qu'elle est vivante, c'est qu'elle produit de la vie. Nous sommes issus d'une expérience chimique de notre planète. Alors après, le travail du romancier, en toute logique, était de lui donner une conscience. Et moi, je me suis amusé à lui donner une pensée et de montrer cette pensée dans Troisième Humanité. Et après, l'autre gag consiste à inverser la caméra et de se dire, après tout, si elle est vivante, que pense-t-elle de nous? Et nous sommes une petite espèce récente, une espèce toute petite, une espèce qui s'agite beaucoup, mais qui, à mon avis, est juste une espèce adolescente. C'est-à-dire, elle fait des bêtises parce qu'elle n'a pas compris exactement ce qui se passait. Et est-ce que des espèces comme par exemple les fourmis ou les dauphins ont une capacité, ont bien plus de conscience, à votre avis? Quel est ce lien entre la Terre, nous et ces espaces? Alors d'abord, ce qui m'intéressait dans les fourmis, parce que vous les avez citées, c'est qu'elles étaient là bien avant nous. Nous sommes sur Terre au mieux depuis 7 millions d'années, et les fourmis sont sur Terre depuis au moins 120 millions d'années. Donc on a une espèce jeune, nous, et une espèce ancienne, les fourmis. Le fait qu'elles soient petites, le fait qu'on puisse les écraser, ou qu'elles soient fragiles, qu'elles soient comme ça, qu'elles nous aient l'air juste... rempli d'automatisme, ne change rien. C'est une espèce ancienne, c'est une espèce qui fait des villes, c'est une espèce qui a une civilisation, c'est une espèce qui a une capacité à faire de l'agriculture, à faire la guerre, à faire de l'architecture. Donc ça me semblait intéressant d'en parler autrement, comme d'une espèce aînée, peut-être d'une espèce qui a des leçons à nous donner. Alors, les dauphins sont aussi très intéressants parce que ils ont fait l'expérience de la Terre et ils sont venus à la mer. Donc c'est comme si c'était dit que finalement, entre la Terre et la mer, l'élément liquide est plus intéressant que l'élément terrestre. Et est-ce qu'ils sont plus connectés Alors, quelque part, certaines personnes, dans certaines interviews que je vais faire sur les dauphins, sur les animaux, sur tout ça, nous parlent de cette conscience plus élevée que les dauphins auraient et qu'on aurait tout à y apprendre, en fait, à les observer, à passer du temps avec eux, à s'en... Tant qu'on n'a pas créé un réel dialogue avec les dauphins ou avec les fourmis, on ne pourra pas savoir exactement. C'est de la projection. Et je pense que ça reste à ce moment-là dans le domaine de l'imaginaire et du roman. Donc pour moi c'est parfait. Maintenant pour dire scientifiquement que les dauphins ont plus de conscience que l'homme, ça me semble un peu difficile. Par contre, il y a une chose qui est intéressante dans l'observation des fourmis, que je connais mieux encore que les dauphins, c'est que les fourmis, quand elles ont épuisé une zone où elles ont fait de l'élevage et où elles ont fait de la chasse, elles bougent leur ville. Donc c'est comme si nous, puisque là on est à Québec, une fois qu'on a épuisé tout le sol, tout l'eau, tout l'air, qu'on a tout pollué, qu'on a tout abîmé, on déplaçait Québec pour le mettre dans un endroit propre. Et cette idée de ne pas rester à épuiser le sol et toutes les richesses qu'il y a autour d'un endroit me semble intéressante. Donc en tout cas plus respectueuse de la planète. Les fourmis sont plus respectueuses de la planète que nous. Et ensuite elles ont un autre avantage par rapport à nous, c'est qu'elles sont une espèce autorégulée.
Quand dans une ville, on s'aperçoit qu'une ville fourmille, on s'aperçoit qu'il n'y a plus suffisamment de nourriture ou qu'il n'y a plus suffisamment de matières premières, la reine s'arrête de pondre. Chez nous, il n'y a pas cette sagesse de quand il n'y a plus assez de nourriture ou qu'il n'y a plus assez de matières premières, on ralentit la croissance démographique. Parce que cette idée, pour nous, est sacrée. Il faut toujours faire plus d'enfants et il faut qu'on soit toujours plus nombreux. Et personne, pas même les écologistes, la remettent en question. Donc nous ne sommes pas une espèce autorégulée. Nous sommes une espèce en croissance permanente. Et je crois que beaucoup de problèmes que nous allons avoir dans les années à venir, que ce soit de la pollution, que ce soit des problèmes militaires, de guerre, vont être liés au fait que nous n'avons pas été capables de devenir raisonnables au niveau de notre croissance démographique, alors que même les herbes, même les lapins savent s'arrêter de se reproduire quand ils voient que l'espace ne fournit plus suffisamment de matières premières. Je sais que vous parlez de voyage aussi, le fait de voyager, que l'être humain, afin d'évoluer aussi à travers les voyages. Vous vous trouvez au Québec aujourd'hui, vous décidez de vous déplacer. C'est pas tous les auteurs, surtout à ce niveau-là, se déplacent et rencontrent le public. Ça fait partie des conseils que vous avez à donner pour continuer à évoluer, pour que notre société change. Alors, moi j'étais journaliste pendant 7 ans de l'Observateur et j'ai vu beaucoup de mes collègues qui écrivaient des articles juste en lisant les dépêches AFP et en modifiant un peu la première et dernière phrase. Je me suis dit, mais ils perdent énormément de sources d'informations en ne bougeant pas leur cul de leur fauteuil et en n'allant pas sur place regarder. Donc moi j'essayais tout le temps de faire du reportage sur le terrain. Et vu que le journal ne voulait pas me le financer, je finissais par faire le reportage à mes propres frais, parce que je crois que la meilleure manière de s'informer, ce n'est pas de regarder la télévision ni de lire les dépêches, qui sont souvent conditionnées ou influencées par les gouvernements, mais d'aller avec ses yeux observer ce qui se passe. Et ça fait longtemps que dès que j'ai 3 sous, j'essaie de les investir pour aller voir ailleurs comment fonctionne l'état d'esprit. Alors par chance, quand je suis devenu romancier, on m'a offert l'opportunité pour parler de mes livres d'aller un peu partout dans le monde. Et là, j'ai pu rencontrer, en plus, deuxième avantage, mes lecteurs qui ont pu m'expliquer comment ils percevaient mon travail. Je ne crois pas à l'auteur seul dans sa tour d'ivoire en train d'observer le monde à travers la télévision ou à travers juste sa fenêtre particulière. Je crois qu'il faut aller voir les gens, je crois qu'il faut regarder les gens dans les yeux, il faut leur parler, il faut créer un dialogue. Dans le dialogue, je veux dire l'idée de écouter et enrichir l'autre, mais recevoir ce que l'autre vous offre et créer un échange. C'est très difficile de dialoguer parce qu'on n'a pas été éduqué pour ça. Je disais tout à l'heure, on n'a pas été éduqué pour écouter notre inconscient, on n'a pas été éduqué non plus pour écouter l'autre, et on n'a pas été éduqué pour arriver neuf et propre dans un endroit inconnu, et là, se laisser imprégner de systèmes étrangers. Mais ça me semble indispensable. En fait, ça se résume à une idée, c'est curiosité. S'intéresser à ce qui n'est pas nous, s'intéresser à ce qui n'est pas le monde connu, et s'intéresser à ce qui évolue et qui bouge en dehors de nous-mêmes. Voilà. Moi, c'est un petit peu une définition aussi de la méditation, quelque part, parce qu'en interview, j'ai l'impression d'être en phase de méditation, c'est-à-dire où le champ des possibles est là, est ouvert. Dans cette écoute, dans ce non-jugement, essayer d'être vraiment là pour observer, pour s'enrichir d'un monde, d'un espace, justement, de la personne, parce que c'est très intéressant de rentrer dans votre monde, justement, et de découvrir qu'est-ce qui fait qu'il est si fertile. Le seul fait que vous ayez créé ce système de chaînes sur Internet montre qu'il est possible pour n'importe qui d'avoir cette démarche. On n'a pas besoin d'avoir une administration, un journal, une télévision qui soit là à vous autoriser à aller vers les autres. Vous pouvez créer votre propre média, et ça, c'est le grand avantage des technologies actuelles. Et bravo d'avoir réussi cette chose-là. Mais je comprends très bien ce que vous voulez dire par... c'est une forme de méditation, d'écouter l'autre. En fait, c'est des choses dont toutes les cultures de sagesse parlent. Et je pense notamment le yoga et certaines formes de gymnastique orientale. J'ai pas d'autres termes, c'est le mauvais mot, gymnastique, mais ça consiste juste à un mot qui s'appelle vigilance.
c'est-à-dire être attentif à ce qu'on a en face de soi et ne pas avoir l'esprit qui part dans toutes les directions. Mais c'est très difficile parce que on n'a pas été éduqué pour ça. Donc on tend vers cette forme d'attention et de vigilance en sachant que c'est le travail de toute une vie d'avoir une réelle écoute à 100%. Même si je viens de prononcer cette phrase, je dois dire, au moment où je vous parle, je ne suis pas à une écoute totale parce que je pense déjà à ma journée, mon retour en France, mon roman sur lequel j'ai travaillé là-haut, et je n'arrive pas à être complètement focalisé. Mais ça s'améliore sans cesse, et c'est ce que j'ai envie de dire, j'ai envie de proposer à tout le monde de faire ça, c'est-à-dire être concentré sur ce qu'on fait, vivre l'instant présent, mais le vivre à fond. Et malgré l'expression carpe diem où tout le monde se dit ça serait bien de vivre l'instant, c'est vraiment très difficile. Je crois qu'il y a très peu de gens qui en sont réellement capables. Être là, ici et maintenant. Et une autre idée aussi qui va avec celle-là, c'est accepter le monde. On a tout le temps des colères, un sentiment d'injustice, un sentiment que les choses vont mal et que c'est la faute à d'autres. Et il y a un moment où il y a une forme de sagesse qui consiste à dire ce monde, c'est comme des cartes qui nous sont données. On peut pas dire ah zut, j'ai pas 4 as, ah zut, j'ai pas les bonnes cartes. C'est les cartes avec lesquelles on doit agir. Moi, j'ai l'impression que c'est la meilleure période pour l'humanité, malgré tout ce qu'on raconte sur les problèmes à venir, la pollution. C'est la période où on peut agir et c'est la période où on est au courant. Avant, les gens n'étaient pas au courant. Il pouvait y avoir une peste en Chine, on le savait pas en Occident. Maintenant, on le sait. On sait tous les drames qu'il y a, on est tous connectés et on a la possibilité d'agir. Vous voyez, vous avez créé une chaîne, mais n'importe qui peut aller sur Internet, commencer à faire un blog, commencer à réunir des gens autour d'une idée. Nous sommes la génération, la première, qui sait et qui peut agir. Donc ça, c'est formidable. Et j'allais dire, le fait d'avoir des outils qui nous permettent de connaître et d'agir nous oblige en même temps à pousser le troupeau dans ce qui nous semble la meilleure direction pour chacun d'entre nous. Moi, j'ai l'impression que, naturellement, le troupeau est attiré vers des réflexes anciens qui sont l'autodestruction et la violence, mais comme moyen de se protéger. Et que maintenant, il faut inventer une nouvelle manière de penser l'humanité qui est l'harmonie, c'est-à-dire plus la croissance, plus la violence, plus la peur, mais quelque chose qui soit trouver sa place dans ce monde, ici et maintenant, par rapport à cette actualité, et chercher un équilibre et non pas une conquête. Plus dans le féminin. Ah oui, c'est vrai. Mais il y a des femmes qui sont aussi très cruelles et très dures. Dans l'énergie féminine. Alors, c'est ce que je dis dans mon roman, c'est dans Ton humanité, je dis que l'avenir est au féminin. Mais là, j'écris le 3e, là, j'écrivais ce matin. Il y a aussi des femmes qui sont plus dures, plus agressives, plus destructrices que des hommes. Donc, faut pas croire que tout ce qui est féminin est bien, ni que tout ce qui est masculin est mauvais. Mais c'est sûr que les femmes ayant la capacité de donner la vie, et les hommes ayant la testostérone, les femmes sont plus tentées de respecter la vie, et les hommes sont plus tentés de défendre le territoire, donc de casser la gueule à tout ce qui approche. Mais je crois qu'un monde uniquement féminin, ça serait aussi un peu pénible. Tout à fait. Mais ce qui est chouette aussi, on a chacun en nous, en fait, une part de masculin et de féminin. Et c'est que ça soit en harmonie, je suppose. Exactement. C'est-à-dire, on revient à cette notion d'équilibre. On est yin-yang. J'aime bien les philosophies orientales à cause de ça, parce qu'elles ont perçu que dans notre part yin, il y a une part yang, et dans notre part yang, il y a une part yin. Mais actuellement, le monde est allant trop dans le côté masculin, parce j'ai l'impression que quand on écoute les actualités, c'est le football, la guerre et les grandes gueules qui parlent pour expliquer qu'ils ont toutes les solutions. Donc j'ai l'impression qu'actuellement, il faudrait rééquilibrer vers le côté un peu plus féminin. Mais trop de féminin va nous entraîner aussi à d'autres catastrophes. C'est vraiment le 50-50. Vous savez, on s'est aperçu, par exemple, chez les plantes sexuées, quand il y a avec le temps, quand il y a eu un sexe qui prend trop l'importance sur l'autre,
naturellement, les plantes changent de sexe. C'est-à-dire, elles se débrouillent pour qu'il y ait un équilibre qui soit à peu près à 50-50. Donc c'est comme si la nature sait qu'il faut un équilibre yin-yang. Mais là, c'est vrai, je vois derrière vous, là, on voit tous ces garçons qui courent après des balles et tous ces gens qui hurlent. Et ça, c'est le côté yang, c'est le côté masculin, et il est trop mis en valeur actuellement, il me semble. D'ailleurs, cette folie autour du football et des sports de balle me semble une pulsion de guerre qui est canalisée, qui est détournée, mais qui n'est pas la même chose que la pulsion de réconciliation avec la nature dont on parlait tout à l'heure. Une petite question un peu plus personnelle, mais est-ce que vous êtes amoureux? Est-ce que vous avez un amour dans votre vie? Est-ce que vous avez une femme qui vous comble? Parce que l'amour dans tout ça, c'est quand même fantastique. Ça crée un équilibre de vie aussi. Une petite note un petit peu plus personnelle? Alors, je préfère garder malgré tout mon jardin secret. Surtout s'il doit être sur YouTube. Non, je préfère garder mon jardin secret, mais comment dire ? Mais l'amour contribue à notre équilibre. J'ai eu la chance de rencontrer des femmes extraordinaires avec lesquelles j'ai vécu des histoires extraordinaires. Mais je pense que l'éducation des hommes par rapport aux femmes est sans fin. C'est-à-dire que quel que soit le statut qu'on ait, comprendre le couple, c'est comme se reconnecter à soi, ou c'est toute une vie. Et il n'y a pas un moment où on peut dire ça y est, c'est stabilisé, j'ai créé le couple idéal et ça bouge plus. Il y a une dynamique il y a une quête de compréhension pour tous les hommes, pour comprendre les femmes, et peut-être pour toutes les femmes de comprendre les hommes. Et cette quête ne s'arrête jamais. Magnifique. Je suis tellement ravie d'avoir pu avoir cette conversation avec vous aujourd'hui et puis de partager ça avec tout le monde. J'ai un dernier petite question par rapport à l'INRES. Vous êtes membre de l'INRES. J'ai eu l'occasion d'interviewer d'autres membres de l'INRES, dont le docteur Chambon, Jean-Jacques Charbonnier. Pourquoi vous avez décidé de devenir membre ? C'est la rencontre avec Stéphane Alix, qui est donc le président de l'INRES, qui m'a convaincu à l'époque comment dire, qu'il était intéressant de créer une communauté de gens curieux qui font des recherches dans des domaines complémentaires, que ce soit des scientifiques, que ce soit des sages tibétains ou des sages orientaux. Il est arrivé donc ce personnage qui est Stéphane Alix à fédérer autour de lui plein de bonne volonté et de gens qui se posent des questions différemment. Mais souvent derrière tous les projets, il y a un homme qui a eu une vision, et sa vision m'intéressait. Ça nous permet ça permet à plusieurs visionnaires de se réunir et de comparer leur système. Moi, je voulais faire d'ailleurs un truc qui s'appelait le Club des visionnaires, si ce n'est que je suis pas un bon administrateur, un bon gestionnaire, qui commence à y avoir de la paperasse, des associations et tout, ça me prend la tête. Donc Stéphane étant plus patient et plus énergique dans sa capacité à créer ce groupe, j'ai préféré le rejoindre. Voilà. Qui est lié quand même à l'extraordinaire et au paranormal. Hein. Oui, mais alors, il faut quand même préciser une chose, c'est que le problème, c'est que tout ce qui est spiritualité de nos jours passe pour suspect parce qu'il y a des gens qui ont abusé de ça. Donc, il faudrait presque trouver une sorte de déontologie pour que ceux qui délirent trop ne contaminent pas ceux qui restent malgré tout raisonnables. Parce que sinon, après, pour beaucoup de gens à l'extérieur qui ne connaissent pas la spiritualité, ils vont mélanger sectes, gourous, abus divers autour de gens qui utilisent la spiritualité pour avoir un ascendant sur les autres, et les vraies personnes qui font ça de manière sincère et honnête. Et je ne sais pas comment inventer ça, mais il faudrait créer un peu plus de morale autour de ça. Moi-même, à un moment, j'ai visité, j'ai fait du tourisme dans les différents groupes. Je suis allé voir le zen, la méditation transcendantale, l'hypnose. J'ai voyagé dans des ashrams, je suis allé regarder. Et j'ai vu, il y a quand même des fous. Appelons un chat un chat. Et pour la personne qui va aller vers la méditation, il faut qu'il y ait la possibilité de reconnaître une secte de gens qui font le travail honnêtement. Et actuellement, on est un peu dans le Far West. Je crois que d'ailleurs, le fait qu'on soit dans le Far West, ça veut dire que
il y a plein de possibilités d'inventer des choses, il y a plein de possibilités de créer des groupements sympathiques, mais il faut être très attentif à surveiller les excès qu'il y a, parce que même dans la spiritualité, il peut y avoir des excès. Donc, ce qui vous touche en particulier sur la spiritualité, ou ce qui correspond à ce qui pour vous est la spiritualité, c'est par rapport à quel critère? J'allais dire les leaders modestes, hein, et qui ne font pas ça pour leur pouvoir personnel, mais Pour l'argent. pour l'argent, voilà. Mais je vais apporter une petite précision récente, c'est que je crois qu'il faut fuir tous les systèmes qui vous proposent de prendre des produits qui agissent sur le cerveau. Donc tout ce qui est ayahuasca. C'est un gros sujet en ce moment. Ouais, je sais, parce que justement, j'en discutais hier. Tout ce qui est prise de drogue, tout ce qui est prise de médicaments, tout ce qui est prise de racines, de machin, même si dans mon roman, le personnage prenne ça, parce que dans les prochains épisodes, je vais montrer qu'il y a un excès là-dedans. Mais de manière générale, tous les produits qui agissent sur le cerveau, on ne sait pas très bien comment ils agissent. Et il peut y avoir un prix à payer plus tard qui est un peu lourd. Donc, je crois qu'il est mieux d'arriver à ouvrir des fenêtres dans son esprit juste avec la chimie organique interne, avec notre morphine interne, avec nos produits internes, mais pas absorber de médicaments, pas mettre dans ses poumons des produits qui vont mettre dans notre sang des hallucinogènes ou des produits divers. Donc, je crois à la propreté de la méditation et on n'a pas besoin de doping. Voilà. Natural high, comme ils disent les Américains, la vie est excitante en elle-même. Pourquoi rajouter? La plus grande expérience de prise de conscience consiste tout simplement à ouvrir ses sens et à absorber le réel. On n'a pas besoin d'absorber une plante qui va agir sur notre cerveau. Mais c'est une intuition personnelle. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont pas d'accord. Maintenant, j'ai quand même légitimé ça, c'est que je crois que il y a une phrase en alchimie qui dit: pour celui qui n'a pas été purifié, les noces chimiques feront dommage. C'est la base même de l'alchimie. Je veux dire, si vous avez les gens qui ont des névroses, qui ont des psychoses, qui ont des problèmes d'enfance, qui prennent ces produits-là, au lieu que ça les rende plus raisonnables, ça va les ramener à leur cauchemar et ça va les amplifier. Et le résultat peut être terrible. Je pense à quelques cas que j'ai vus autour de moi de gens qui croyaient que c'était de la spiritualité et qui se retrouvent juste à être dans des délires paranoïaques. Donc il faut c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de codifier peut-être la spiritualité et de signaler les excès qui se passent là-dedans. Pour moi, il ne doit pas y avoir d'attente de la part de celui qui transmet de la spiritualité, que ce soit en argent, en pouvoir. Il doit juste y avoir l'idée de: j'ai compris quelque chose, je te le propose, est-ce que tu peux en faire quelque chose, toi? Tu l'utilises comme ça. Une bonté, un élan, une authenticité, une transparence aussi. Hein. Oui, transparence, parce que souvent c'est le problème dans les sectes ou dans les choses de gourous, c'est qu'il y a toujours des petits détails en fait qui calent pas dans le... Et on a des petits doutes là et on suit pas cette intuition, cette petite voix intérieure. Alors justement, là vous avez employé le mot d'intuition, c'est ça le plus fort qu'on a en nous, c'est qu'en fait on sait tout. On sait quand les choses ne fonctionnent pas, on sait quand les gens sont douteux, on sait quand le produit risque de nous faire du mal. Donc il faut rester connecté à soi et ne pas attendre que les autres vous donnent de la pensée prémâchée. Et c'est pour ça que j'en reviens à l'idée. Moi, en tant que romancier, je suis juste là pour vous proposer des questionnements, mais surtout pas pour vous proposer des réponses. Je suis là pour ouvrir des fenêtres, mais vous n'êtes pas obligé d'aller regarder dans ces fenêtres. Je suis là pour vous proposer des comportements qui me semblent plus harmonieux et plus, stabilisants pour l'esprit, mais en même temps qui vont vous donner envie de découvrir le monde. Mais je n'ai pas d'autres prétentions. Et je trouve que romancier, c'est déjà un métier extraordinaire qui m'apporte à l'écriture des états très agréables. Et j'espère qu'ils vont apporter ces mêmes états à mon lecteur. Et cette volonté vous en parlez assez souvent, c'est d'être authentique. Vous dites aux gens: soyez authentiques, soyez vrais. Et des fois, quand j'avais entendu cette petite interview, je me suis dit: oui, mais alors pourquoi vous le faites à travers la fiction? Pourquoi c'est des livres non-fiction? Peut-être qu'un jour, il y aura un livre non-fiction. Parce que j'ai l'impression que dans les essais, il y a une prétention de connaître la vérité et je ne la connais pas.
tous ces gens qui expliquent comment être heureux, qui expliquent comment méditer, comment trouver le bonheur, que ce soit dans le couple ou dans son travail ou dans quoi que ce soit. Ça me semble des gens qui sont un peu dans la prétention d'avoir compris quelque chose. Personnellement, j'ai compris qu'il fallait être dans une dynamique, mais j'ai pas de vérité à donner. Donc je ne pourrais pas écrire d'essai. Chez nous, en France, maintenant, ça commence la mode, vous savez, ces livres de développement personnel, voilà, qui nous vient un peu indirectement des États-Unis. En même temps, je sais qu'ici, ça s'est développé depuis longtemps. Mais moi, chaque fois, je me dis, c'est qui ce bonhomme qui me donne des conseils pour développer ma personnalité? Est-ce que lui-même, il a développé sa personnalité? C'est quoi sa vie? Même les psychanalystes ou les psychologues, chaque fois que j'en rencontre, je me dis, attends, ces gens qui m'expliquent comment être heureux, est-ce qu'ils sont déjà heureux eux-mêmes? Parce qu'il y a souvent cette chose étrange, c'est que les gens vous disent, faites ça, et eux-mêmes font le contraire. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous raconter une petite anecdote. J'étais à une école de journalisme. À la fin de mon école de journalisme, les profs nous ont dit, en fait, aucun d'entre nous, des profs, n'ont de travail dans le journalisme. Donc, ils nous disaient, si vous arrivez à trouver un job dans le journalisme, pensez à vos professeurs qui, eux, cherchent toujours du travail. Je me suis dit, mais attends, c'est ces gens qui ont échoué qui m'ont expliqué comment réussir. Et j'ai fait pareil avec une école de scénaristes. Le prof de scénario, alors il nous a dit dès le début, écoutez, moi, ça fait très longtemps que j'écris des scénarios, je suis jamais arrivé à en placer un. Si parmi vous, élèves, il y en a un qui réussit dans le monde du scénario, qu'il pense à moi, je peux vous aider, je peux faire le script docteur et tout. Donc, c'est ceux qui ont raté qui donnent des leçons aux autres. Et de même, par exemple, les critiques littéraires en France, je crois que c'est pas pareil au Canada, mais ce sont des écrivains qui n'arrivent pas à trouver de lecteurs, qui expliquent aux lecteurs de leurs journaux ce qui est bien et ce qui est pas bien. Mais on a envie de dire, attendez, si vous êtes si fort, allez-y, écrivez-le le bouquin, faites-le et trouvez des lecteurs. Donc, il faut se méfier des donneurs de conseils et surtout des gens qui vous expliquent où est la vérité. Dès le moment où il y a un ton de certitude, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui compense quelque chose et qui en fait ne le maîtrise pas. C'est dans toute industrie. C'est pas seulement dans le milieu spirituel au développement personnel, c'est dans la littérature, c'est à la télé, c'est dans le gouvernement, c'est un peu partout. Oui, exactement, mais la seule manière de remédier à ça, c'est d'écouter sa petite voix intérieure. Je crois que naturellement, on perçoit les gens qui sont pas authentiques, et naturellement, on perçoit les gens qui attendent de nous qu'on leur donne de l'argent ou du pouvoir. Donc, il faut juste être attentif à ça, et puis se rappeler que la solution est en nous, et que le meilleur maître, c'est nous-mêmes. Et si on est paumé, il faut se poser la question à soi, d'où on en revient à la méditation, qui est en fait la manière de se reconnecter à son meilleur gourou, qui est soi-même. Vive le gourou intérieur. Merci beaucoup Bernard Weber. Merci pour cette délicieuse conversation, très très riche en informations, en émotions, en contact. J'ai beaucoup apprécié votre sincérité, votre manière d'être. Merci. Gros bisous mes délicieux co-créateurs du Québec, du Salon du Livre de Québec. Au revoir.